Moi et ma famille revenant tout juste de nos vacances, nous avons séjourné dans un condo situé au dernier étage d'un immeuble en bord de mer. Très tôt, nous avons remarqué qu'un endroit bien précis dans le couloir effrayait notre tout petit. Durant les 2 premiers jours, il se retournait systématiquement à cet endroit et demandait à être pris dans les bras. Ce n'est qu'après plusieurs fois que nous avons compris que ce point du couloir le mettait mal à l'aise. Le 3e jour, nous avons tenté une petite expérience. Je marchais devant lui, sa maman derrière. Il était donc parfaitement encadré. J'ai traversé cette zone du couloir en premier et au lieu de me suivre, il s'est arrêté pile à cet endroit, comme à son habitude, et a demandé à sa mère de le prendre dans ses bras. Nous avons répété la scène en inversant les rôles, et cette fois, il a demandé que ce soit moi qui le porte. Le 4e jour, il était très fatigué, alors je le portais dans mes bras. Nous ne pensions même plus à ce fameux endroit, jusqu'à ce qu'au moment de le franchir, mon fils, jusque-là silencieux, se retourne et dise « Non, non !» en pointant du doigt, comme pour gronder quelque chose d'invisible. C'est exactement le geste que ma femme utilise pour le détourner lorsqu'il s'approche de quelque chose qu'il ne doit pas toucher. Là, on a vraiment prêté attention. Le dernier jour, des amis à nous sont venus et ont pris une chambre 3 étages en dessous, avec exactement le même agencement. Nous avons emmené notre fils jusqu'à leur chambre et par curiosité, on l'a laissé marcher dans leur couloir pour voir sa réaction. Il a traversé la zone équivalente sans le moindre problème, en riant et s'amusant, mais une fois de retour à notre étage le soir, il s'est de nouveau montré nerveux et s'est arrêté pour être porté. J'ai fait des recherches sur l'immeuble. Il a été construit en 2004, donc assez récent. Je n'ai trouvé aucun article faisant mention d'un décès ou d'un événement tragique. En dehors de ma femme et moi, plusieurs personnes ont été témoins du comportement de notre fils et ont trouvé ça très étrange. Je garde cette histoire pour moi depuis très très longtemps. C'est l'une des nuits les plus terrifiantes de ma vie. Ça s'est passé il y a longtemps, quand j'étais dans la vingtaine. Une amie proche m'avait proposé de l'accompagner, elle et sa famille, en vacances en Jamaïque. J'étais jeune, fauché et financièrement irresponsable. Alors j'ai tout mis sur ma carte de crédit. Je devrais commencer par dire que j'ai grandi dans une famille athée et qu'à cette époque, j'étais totalement convaincu qu'il n'existait ni âme, ni esprit, ni fantôme, encore moins Dieu ou toute autre chose surnaturelle. Mon ami et moi logeons dans une cabane sur pilotis avec vue sur l'océan. C'était magnifique. Mais au milieu de notre séjour, nous avons dû changer de logement. On restait dans le même complexe hôtelier, mais notre cabane avait été louée à quelqu'un d'autre pour le reste de nos vacances. On devait déménager dans un endroit supposé encore meilleur, la Great House. Au lieu de notre cabane, nous allions séjourner dans une maison avec cuisine et 3 chambres. Elle était un peu en retrait de l'océan, mais on l'entendait, le voyait et sentait son parfum salé. Le premier jour où nous sommes arrivés dans la Great House, mon mari et moi avons commencé à explorer les lieux. En entrant, on a regardé une petite chambre à l'avant de la maison, très exiguë avec un lit simple. Quelque chose dans cette pièce était lourd, sombre, pas du tout accueillant. J'ai fait la remarque à mon amie et elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose. Alors on s'est convaincu que ce n'était qu'une impression, qu'on trouvait la position du lit trop exposée. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la plus grande chambre de la maison. Elle était très belle. Un lit à baldaquin, une salle de bain attenante avec de jolis carreaux, plein de fenêtres ouvertes sur la brise marine et le son apaisant des vagues. Pourtant, au moment d'aller me coucher, j'étais terrifiée. Impossible de me débarrasser de la sensation d'être observée. J'ai eu tellement peur que j'ai allumé toutes les lumières et dormi ainsi toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai raconté à mon amie à quel point j'avais été effrayée, sans raison. Elle m'a proposé de partager son lit double dans sa chambre la nuit suivante. La journée s'est passée à merveille et je n'y ai plus pensé. Plus tard dans la soirée, nous fêtions l'anniversaire de la sœur de mon ami, réunion conviviale autour d'une grande table au centre de la maison. Et là, j'ai vu quelqu'un entrer par la porte d'entrée. J'ai levé les yeux pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne. J'aurais pu l'ignorer, mais le père de mon ami s'est tourné vers moi et a dit « Quelqu'un vient d'entrer ». Et mon ami, de l'autre côté de lui, a ajouté « Oui, je l'ai vu aussi ».
Mais comme je ne croyais pas à tout ça, j'ai mis ça sur le compte d'un courant d'air, d'un changement de température, et j'ai repris le cours de la soirée. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de mon amie. On a discuté, ri, puis elle s'est endormie rapidement. Moi, je n'étais pas fatigué et je n'avais pas peur, du moins pas encore. Peu après l'avoir entendu ronfler doucement, j'ai commencé à percevoir un bruit de pas. J'ai écouté attentivement. Ça venait d'au-dessus de moi, comme s'il y avait un étage supérieur. Mais il n'y en avait pas, même pas un grenier. Le bruit s'intensifiait. Quelqu'un semblait marcher d'avant en arrière juste au-dessus de notre tête, entre la salle de bain et la porte de la chambre, encore et encore. J'ai cherché une cause naturelle, mais dehors, l'air était totalement immobile. Les arbres ne bougeaient pas, les feuilles ne tremblaient pas, et comme la fenêtre était grande ouverte, un souffle de vent aurait dû entrer dans la chambre. Donc ce n'était pas le vent. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, et le complexe était sécurisé. Impossible qu'un inconnu se soit faufilé pour grimper sur le toit et y marcher. Ça n'avait aucun sens. J'ai écouté ses pas pendant ce qui m'a semblé des heures. Le bruit s'atténuait parfois, s'arrêtait puis reprenait. À un moment, mentalement, j'ai crié « Va-t'en !» Et comme en réponse, les pas se sont intensifiés précisément au-dessus de moi. Mon corps s'est mis à picoter partout. J'ai une pensée très nette, un savoir profond, c'est un fantôme. Je ne peux pas expliquer comment je le savais, mais je le savais, comme on reconnaît la voix d'un proche. Et je me souviens m'être dit, tu vas remettre ça en question plus tard, mais souviens-toi, c'est réel. Je sais que c'est réel, je sais que c'est un fantôme. Finalement, je me suis endormi difficilement. J'ai rêvé que je flottais au-dessus de mon corps, que je montais vers le plafond, entouré d'une lumière bleue qui brillait doucement. Le matin, je suis resté allongé, éveillé. Mon ami s'est réveillé à côté de moi, s'est tourné vers moi et a dit, très calmement, « Il y avait un esprit ici cette nuit, juste là, en pointant le coin au-dessus de ma tête. » Mon ami croit au paranormal, mais elle n'en a pas peur. Je me souviens avoir souhaité que ça ne me fasse pas peur non plus. Plus tard dans la journée, j'ai raconté mon expérience à son père. Il a ri et m'a dit qu'il avait discuté avec les propriétaires ce matin-là. Il leur avait demandé s'il y avait un esprit dans la maison, à cause de ceux qu'il avait vus la veille. Ils ont répondu qu'ils pensaient que c'était l'ancien propriétaire du complexe, assassiné devant la Great House une dizaine d'années auparavant. Les 2 nuits suivantes, j'ai dormi à nouveau dans la chambre de mon ami. Rien d'autre ne s'est produit. Nous sommes restés en contact toutes ces années. Il y a quelques semaines, je lui ai rendu visite chez elle, à 6 heures de route de chez moi. En général, on se voit au moins une fois par an. Je lui ai demandé si elle se souvenait de cette expérience en Jamaïque, il y a 30 ans. Elle a ri et m'a dit qu'elle s'en souvenait parfaitement. Je lui ai demandé de me raconter l'histoire sans lui dire ce dont je me souvenais, pour voir si ma mémoire était exacte. Et à ma grande surprise, son récit correspondait au mien. Je me souviens encore de cette pensée, de cette certitude. Tu ne vas pas y croire plus tard, mais c'est vraiment un fantôme. Et oui, parfois je doute, mais une part de moi se souvient de cette certitude, de cette sensation dans mon corps, et je sais que j'ai bel et bien rencontré un esprit en colère cette nuit-là. J'étais en mission pour l'armée, faisant route depuis San Antonio, Texas, jusqu'à Tacoma, Washington. C'était un long trajet et on m'avait donné 6 jours pour rejoindre ma nouvelle unité, mais ça ne me dérangeait pas. J'adore les road trips, rien ne vaut la liberté de découvrir le monde en solo. Le premier jour de mon voyage, j'avais prévu de conduire autant que possible pour pouvoir passer quelques jours dans l'Utah, une sorte de mini-vacances. C'était en janvier, les journées étaient courtes, donc il était crucial de maximiser les heures de clarté. Je me suis levé très tôt ce matin-là. J'ai mis mes derniers sacs dans ma Corolla, signé mon départ de l'ancienne unité et j'ai pris la route vers 5 heures du matin. Ce fut une journée incroyable. J'ai vu le paysage changer autour de moi à mesure que je me dirigeais vers l'ouest, plus loin que jamais auparavant, de la métropole de San Antonio aux savanes du plateau Edwards, puis aux terres agricoles parfaitement plates des Grandes Plaines, le grenier de l'Amérique. Finalement, les champs ont laissé place aux prairies et j'ai vu le panneau « Bienvenue au Nouveau-Mexique, le pays de l'enchantement ». Là, j'étais vraiment au milieu de nulle part. En continuant sur la route 380, j'ai fini par arriver à Roswell. J'aurais pu conduire quelques heures de plus et atteindre Albuquerque, mais je me suis dit que je n'étais pas pressé. Autant découvrir ce que Roswell avait à offrir. Qui sait si j'aurais un jour une autre chance d'y revenir. En tant qu'amateur de l'étrange, j'ai fait le tour des boutiques et attractions seul. Le lendemain, j'ai repris la route vers Albuquerque, puis vers l'ouest sur l'Interstate 40.
Une fois arrivé à Gallup, j'ai bifurqué vers le nord sur la route 491. Il me restait encore 2 heures de conduite avant de passer la frontière du Colorado et 45 minutes supplémentaires pour rejoindre Cortez, où j'avais prévu de m'arrêter pour la nuit. Mais la lumière du jour commençait déjà à manquer, avec le coucher du soleil à 18 heures. J'ai pris un Starbucks pour me revigorer et me lancer dans la dernière portion. Ça devait être simple, tout droit. Mais avec du recul, je me suis dit que si j'avais dormi à Albuquerque au lieu de Roswell, j'aurais déjà été au Colorado, peut-être même en route vers l'Utah. J'aurais évité ce qui m'attendait sur cette autoroute solitaire. La route 491 s'étendait loin dans la nation Navajo. De part et d'autre, des étendues infinies de prairies bordées de montagnes indigo à l'horizon. À ma gauche, le ciel brillait d'un orange violacé, la lumière déclinait lentement, comme des braises mourantes, jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. De temps à autre, je croisais les phares d'une voiture, ce qui me rassurait un peu. Je n'étais pas totalement seul. J'écoutais ma playlist de voyage et, ironie du sort, Hotel California passait. Après avoir traversé la petite ville isolée de Newcomb, la prochaine trace de civilisation serait Sip Rock, mais entre les deux se trouvait un tronçon de plusieurs kilomètres de pur néant. Un abîme à traverser. J'étais loin d'imaginer ce que j'allais vivre. Après plusieurs kilomètres sans voir de voiture, une silhouette étrange est apparue à l'horizon. À peine éclairée par la lueur lunaire, je pensais d'abord que c'était un panneau, mais en m'approchant, j'ai réalisé que c'était une personne marchant sur le bord de la route dans ma direction. J'ai plissé les yeux, essayant de mieux distinguer la forme. Dans l'obscurité, je pouvais voir qu'elle portait une sorte de poncho, avec de longs cheveux noirs descendant jusqu'à sa poitrine. Qui pouvait marcher ici, seul en pleine nuit? Cette personne n'avait ni lumière, ni réflecteur, ni rien pour signaler sa présence aux voitures, et elle marchait sur la chaussée, dangereusement proche de la circulation. Je me suis décalé sur la gauche pour lui laisser une large marche. Soudain, mon autoradio s'est coupé, comme si je l'avais éteint. L'écran s'est complètement assombri, et mon téléphone s'est déconnecté du Bluetooth. Bien que ce soit inhabituel, ça arrivait de temps à autre, donc je n'y ai pas trop prêté attention. En m'approchant, j'ai vu la personne lever le bras droit, comme pour me faire signe de m'arrêter et demander à monter. Oh non, je me suis dit, il n'y a aucune chance que ça arrive, mon gars. Quand mes phares l'ont éclairé, j'ai réalisé que c'était un homme vêtu d'une chemise à boutons, d'un poncho en laine, d'un jean et de bottes de cow-boy. La lumière faisait scintiller sa grosse boucle de ceinture, mais en une fraction de seconde, j'ai été stupéfait de constater que non seulement ses yeux étaient grands ouverts, mais qu'il semblait me suivre du regard. Il arrivait malgré l'éblouissement des phares à me fixer droit dans les yeux sans rompre le contact jusqu'à ce que je le dépasse. J'étais secoué, mais mes nerfs se sont peu à peu calmés. Mon autoradio s'est rallumé brusquement et la musique a repris. J'ai tout mis sur le compte de mon imagination. L'obscurité, les ombres, tout jouait avec mon esprit. De plus, l'homme était derrière moi. Je me suis dit qu'il devait être ivre. Malheureusement, les réserves indiennes ont des taux d'alcoolisme élevés. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Il avait disparu. Je ne le voyais plus. Trop loin derrière? Non, impossible. Trop sombre, peut-être. J'ai continué à rouler, tentant de comprendre ce qui venait de se passer, tout en me forçant à ne pas trop y penser. Juste au moment où je croyais avoir tourné la page, j'ai aperçu une autre forme au loin. En m'approchant, j'ai compris que c'était une autre silhouette. Une autre personne qui marchait seule la nuit? Impossible. Elle marchait le long de l'accotement, se balançant d'avant en arrière. Lentement, j'ai distingué que cette personne portait aussi un poncho. J'ai vu de longs cheveux noirs tombant jusqu'au torse. Non, pas possible. C'était lui, le même homme. Mais comment? Il a levé le bras à nouveau, tentant de me faire signe. Que voulait ce type? J'ai gardé ma vitesse sans intention de m'arrêter. Comme la dernière fois, mon autoradio s'est éteint. Soudain, l'homme s'est jeté sur la route, agitant les bras frénétiquement. J'ai viré dans la voie de gauche, évitant de justesse. Dans mes phares, j'ai vu qu'il avait le même regard écarquillé, les yeux rivés sur les miens, mais ses vêtements n'étaient plus les mêmes. Auparavant propres ou du moins usés, ils étaient désormais souillés et en lambeaux, à peine accrochés à son corps amaigri. Ses cheveux étaient en pagaille, pleins de terre séchée, mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Mon cœur a failli exploser sous le choc. Haletant, j'ai ralenti et regardé dans mon rétroviseur pour vérifier qu'il allait bien. Rien ne m'avait préparé à ce que j'allais voir. L'homme courait, il sprintait dans ma direction. J'ai redressé le volant et accéléré, espérant mettre le plus de distance possible entre nous. Mais plus j'allais vite, plus lui aussi accélérait. À chaque coup d'œil dans le miroir, il était toujours là, me suivant parfaitement. J'avais la nausée, impossible. J'ai regardé devant moi, espérant apercevoir les premières lueurs de la ville. Trop loin encore. Je jette un nouveau regard dans le rétroviseur. Plus rien. Il n'était plus là. Je devrais me sentir soulagé, mais je savais que quelque chose clochait. Où était-il passé? Je cherche du regard, tentant de le localiser. Rien. J'ai inspiré profondément, repris ma concentration sur la route, tout en restant vigilant.
Continue de conduire, me suis-je dit. Plus que quelques kilomètres. Du coin de l'œil droit, j'ai vu quelque chose, une autre forme. Ce n'était pas l'homme, du moins, je ne pensais pas. J'ai jeté un regard, me préparant à affronter ce que j'allais voir. On aurait dit un animal, une créature, bien que je n'arrivais pas à distinguer quoi exactement. Sous la lumière de la lune, je l'ai vu courir à côté de ma voiture, ses membres antérieurs s'étendant dans de longues foulées, son dos ondulant comme celui d'un chien. Il se rapprochait. Petit à petit, je le distinguais mieux, mais j'ai remarqué, ses membres étaient bien trop longs pour son corps. Son tronc était trop court. Il n'avait pas de queue. Sa tête était étrangement ronde. J'ai écrasé l'accélérateur, poussant mon moteur à fond. Je dépassais les 175 km, mais cette créature tenait le rythme. Elle courait juste un peu plus vite à chaque fois. Qui était-ce donc? Comment un être, quel qu'il soit, pouvait-il courir aussi vite? Du coin de l'œil, je voyais l'ondulation de la colonne de la créature qui suivait ma voiture. Puis elle a commencé à s'éloigner. Elle s'est décalée de la route. C'est à ce moment que j'ai senti à quel point mon cœur battait fort. Je regarde, la créature avait disparu, mais cette fois-ci, le sentiment de terreur s'était dissipé avec elle. J'ai poussé un profond soupir de soulagement, j'ai relâché l'accélérateur. L'homme ou la créature, peu importe ce que c'était, avait enfin disparu. Ma main était douloureuse à force d'avoir crispé le volant, mais j'étais soulagé d'en être sorti vivant. Une semaine plus tard, j'ai raconté ce que j'avais vécu à une autre soldate de mon unité. Originaire d'Albuquerque, elle connaissait bien les légendes amérindiennes du Sud-Ouest. La conversation a dérivé vers une créature dont elle refusait même de prononcer le nom. Elle m'a aussi dit que l'autoroute que j'avais prise était réputée pour ses nombreux phénomènes paranormaux. J'ai passé la majeure partie de l'été 2020 à faire des road trips, des randonnées et toutes sortes d'activités sympas. À l'époque, je vivais en Floride et je voyageais régulièrement. En septembre 2020, je fais mon premier road trip qui passe par Mobile, Alabama. On avait prévu de séjourner dans un hôtel à Mobile, puis de se balader dans les environs avant de revenir y dormir le soir. Je tiens à préciser que je n'ai jamais vraiment pris les phénomènes paranormaux ou spirituels au sérieux. Je regardais Ghost Adventures sans y croire une seconde, mais ce road trip allait complètement changer ma perspective. Le premier soir, nous nous sommes enregistrés dans le célèbre Battle House Renaissance Hotel, réputé pour être hanté. Il y a eu de nombreuses apparitions et phénomènes inexpliqués dans cet établissement au fil des années. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, donc je ne m'attendais à rien du tout. On monte dans notre chambre et on se repose un peu. Mon frère et mon pote, les seuls autres avec moi dans l'hôtel, décident d'aller au magasin d'alcool juste à côté. Je choisis de rester. Immédiatement, je ressens des vibrations étranges, un malaise ambiant. Ce n'est pas forcément inhabituel, je suis plutôt du genre parano. Mais là, je n'ai jamais eu aussi peur sans raison apparente. C'était d'un autre niveau. Je pensais sérieusement quitter la chambre, mais je savais que mon frère serait irrité si je partais. Alors j'ai décidé de tenir bon, et j'ai lancé une vidéo YouTube bien bruyante pour briser le silence. Et soudain, la lumière dans la chambre s'éteint. J'ai d'abord pensé à un simple problème d'électricité, mais vu le malaise ambiant, le timing était trop suspect pour être ignoré. Naturellement, je suis resté figé, je ne savais pas quoi faire. Me lever en courant me terrifiait, mais rester assis était pire. Je finis par me lever lentement, et là, je vois une silhouette du coin de l'œil près de la porte d'entrée. J'ai l'impression qu'un humain traverse la pièce et disparaît. J'ai envie de fuir, mais mon instinct est entre fuite totale et paralysie, alors je me mets à marcher rapidement vers la porte. Juste à côté de la porte se trouve la salle de bain, et là, je vois et j'entends le robinet couler. Je vous jure que personne n'a utilisé la salle de bain depuis notre arrivée, on n'avait rien entendu jusque-là. J'ouvre la porte et je cours dans le couloir, pieds nus, jusqu'à l'ascenseur. J'ai retrouvé mon frère et notre ami au rez-de-chaussée, et on est remontés tous ensemble dans la chambre. Même entouré, j'étais encore terrifié et j'ai à peine dormi cette nuit-là. Les 2 nuits suivantes étaient aussi flippantes, même si aucun phénomène notable n'a été observé. En quittant l'hôtel, on a demandé à la réception si quelqu'un avait déjà mentionné des expériences paranormales. L'employé était très hésitant. De ce que je me souviens, il ne nous a donné aucune réponse claire, mais il n'a pas non plus totalement nié. Son attitude donnait l'impression que très peu de gens rapportaient des choses, mais que le ressenti général des clients était étrange, comme le nôtre.
À ce jour, cette nuit à Mobile reste la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet hôtel. Même si c'est un souvenir marquant, à ce moment-là, j'étais sincèrement terrifiée pour ma vie. Et pour ceux qui se posent la question, on était au 4e étage, qui est, si je me souviens bien, réputé comme étant le plus hanté de tout l'hôtel. Ça s'est passé il y a très longtemps et ce n'est revenu dans nos esprits que récemment, quand ma mère est tombée sur une photo de ce voyage en déplaçant des affaires et qu'elle a évoqué cette histoire. Mon père avait emmené sa mère, les parents de ma mère, mes oncles et tantes, maternelles et paternelles, ainsi que mes deux frères et sœurs à Cancun, au Mexique, alors que j'avais environ 8 ans. Nous y sommes restés 10 jours et le complexe proposait des suites comme chambre. Une nuit, j'ai dormi chez mes grands-parents maternels dans leur suite. Il faisait particulièrement chaud et il n'y avait pas de climatisation. Donc toutes les fenêtres étaient ouvertes, avec des moustiquaires partout. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai réveillé ma grand-mère pour qu'elle me chante une berceuse. Je sais, pas cool de la réveiller, mais sa voix était tellement angélique. J'étais allongé sur le ventre, regardant par la fenêtre, pendant qu'elle me caressait le dos en fredonnant doucement une chanson. La vue depuis la fenêtre donnait sur les balcons d'autres suites, puisque le complexe était en forme de C. Je voyais donc un balcon avec des rideaux blancs légers flottant à la fenêtre, pas de moustiquaires, et entre deux ondulations des rideaux, j'ai vu un homme d'une 30aine d'années sur son balcon. Il devait être environ 1 ou 2 heures du matin car tout était silencieux. Il semblait pleurer, assis à califourchon sur la rambarde. Intrigué, je me suis dit, il va tomber s'il fait ça. J'ai demandé à ma grand-mère pourquoi cet homme était en train d'escalader la rambarde. Elle s'est tournée vers la fenêtre et m'a demandé où je voyais cet homme, mais après plusieurs tentatives pour le lui montrer, elle a fini par dire qu'elle ne voyait rien et m'a dit de me recoucher. L'homme pleurait toujours, les jambes désormais complètement de l'autre côté du balcon, prêt à sauter. J'ai insisté pour expliquer à ma grand-mère que cet homme allait tomber, mais elle s'est fâchée et m'a dit d'arrêter de plaisanter avec ce genre de choses. Étant enfant, je ne comprenais pas pourquoi elle s'énervait. Juste avant de reposer ma tête, j'ai entendu l'homme crier et je l'ai vu sauter du balcon. J'ai alors éclaté en sanglots, suppliant ma grand-mère d'aller vérifier si l'homme allait bien. Elle m'a demandé de rester dans le lit. Puis elle est sortie sur le balcon et m'a dit qu'il n'y avait personne. J'étais si bouleversée qu'elle a appelé la réception pour signaler ce qu'on avait vu. Je ne sais pas ce qu'on lui a répondu, mais comme elle ne semblait pas plus inquiète que ça, elle m'a dit que le réceptionniste avait dit que j'étais un peu ridicule et m'a demandé de retourner dormir. J'ai obéi, un peu à contre-cœur, mais j'étais toujours très inquiète. Avance rapide de 17 ans. Ma mère me montre une photo de ce voyage, moi avec ma grand-mère sur la plage. Elle me raconte alors l'histoire que je viens de décrire, que sa propre mère lui avait confiée. Elle lui avait dit à quel point cet épisode l'avait troublée, car lorsqu'elle avait appelé la réception ce soir-là, c'est le manager qui avait décroché, et ce dernier lui avait dit qu'un homme s'était bel et bien suicidé de cette manière, quelques semaines avant notre arrivée. Cette suite était toujours fermée pour raison de sécurité, donc personne ne pouvait s'y trouver la nuit où j'ai vu la scène. J'avais complètement oublié ce que j'avais vu, pensant que ce n'était pas important, puisque ma grand-mère avait balayé cela comme une invention. Mais quand ma mère m'a raconté ce qui s'était vraiment passé, c'est comme si la mémoire me revenait en plein visage. Tout ça m'a glacée. J'ai en quelque sorte revécu la mort d'un inconnu, sans comprendre à l'époque que cette personne n'était même pas réelle. Et ce qui m'effraie encore aujourd'hui, c'est d'avoir été le seul à le voir et à l'entendre. Ma grand-mère est malheureusement décédée depuis qu'on a retrouvé la photo, sinon j'aurais voulu lui en reparler. Ma mère m'a dit qu'elle n'avait mentionné cette histoire qu'une seule fois et qu'elle avait eu du mal à la raconter, tellement ça l'avait bouleversée. Ma vie entière a été ponctuée d'événements paranormaux et cette histoire est si marquante que je ne pense plus jamais pouvoir l'oublier. Ce n'est pas la meilleure histoire de fantôme du Jérôme Grand Hôtel. Il y en a beaucoup d'autres racontées par des clients, mais c'est ce que j'ai vécu lors de ma nuit passée là-bas l'année dernière.
Une amie et moi faisions un road trip de Phoenix à Antelope Canyon, aller-retour, et avions prévu de dormir une nuit dans cet hôtel réputé hanté. C'est un lieu très connu pour ses phénomènes paranormaux. Il s'agissait autrefois du seul hôpital de cette ancienne ville minière de cuivre, et on estime qu'environ 9000 personnes y sont décédées. On voulait vraiment tenter l'expérience d'y passer une nuit. C'est un vieux bâtiment avec un ascenseur ancien, et les chambres se trouvent aux étages 2 à 4. On s'est enregistré, on a récupéré les clés de notre chambre au 2e étage, posé nos affaires, puis on est sorti dîner dans un restaurant des environs. Ensuite, on est allé dans un bar, puis rentré vers minuit 30. J'avais envie d'explorer les couloirs et de prendre des photos, voir si quelque chose apparaissait. J'ai pris mon appareil photo et on est monté dans les escaliers vers 1h du matin, direction le 3e étage. En montant, j'ai ressenti une intense sensation électrostatique dans l'air, comme des picotements partout sur la peau, comme des toiles d'araignée. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. On a juste marché un peu dans le couloir, observé, écouté. Il y a pas mal de choses dans les couloirs, petites tables, vitrines, brochures, etc. Je savais que la majorité des clients présents ce week-end étaient des retraités venus faire du tourisme et c'était très calme. Aucun bruit de télé, rien, mais il y avait un bourdonnement constant, comme si j'étais dans un conduit électrique. Et puis alors qu'on atteignait la fin du couloir, on a soudain entendu des pleurs déchirants d'une femme dans une des chambres, des sanglots profonds, comme quelqu'un de vraiment en détresse. J'en ai encore des frissons, rien que d'y repenser. Aucun fond sonore, ça ne venait pas d'un téléviseur, juste une voix vraie qui résonnait en train de pleurer, juste derrière la porte tout près de nous. Je me suis tournée vers mon amie avec un regard genre « Oh merde !» et elle m'a demandé « Tu viens de me chuchoter quelque chose ?» Elle n'avait pas entendu les sanglots, mais elle avait entendu un chuchotement. Et là, quelqu'un a toussé dans le couloir. On a alors foncé dans l'escalier à toute vitesse. On monte au 4e étage et là, le bourdonnement disparaît totalement. L'ambiance est détendue, normale, très calme, rien d'étrange. J'ai pris encore quelques photos, puis on est redescendu à notre étage. Le truc fou, c'est qu'en revenant, chaque objet métallique nous électrisait. Tout ce que je touchais me donnait une décharge, radiateur, charnière de porte, poignée. Et quand j'ai inséré la clé dans la serrure de notre chambre, j'ai vu une petite étincelle, comme celle des chocs statiques. C'était dingue. D'habitude, on se fait électriser une fois et c'est fini, mais là, ça a duré environ 10 minutes à chaque contact. C'était réel. On était chargé d'électricité statique. Je n'avais jamais vécu ça avant. Heureusement, rien ne s'est passé dans notre chambre. On a appris plus tard qu'elle faisait partie de l'ancien service des hommes et des toilettes à l'époque de l'hôpital, donc rien de trop flippant. Le lendemain matin, en quittant l'hôtel, j'avais évidemment des questions. Sans raconter ce qu'on avait vécu, j'ai demandé à la réception quel étage était les plus actifs. Elle m'a répondu « Eh bien, le 3e étage est toujours le plus actif. Les étages 2 et 4 un peu, mais c'est le 3e que tout le monde mentionne. » J'ai demandé ce qu'il y avait dans les zones où on avait entendu les pleurs et la toux. Et là, au bout du couloir, où nous avions entendu les sanglots, c'était l'ancienne maternité. Et les chambres à cet endroit étaient celles des patientes. Elle a précisé qu'une seule chambre était occupée ce soir-là dans ce secteur, et c'était celle juste à côté de la porte devant laquelle on se trouvait. Les gens voient parfois une femme là-bas et entendent aussi des bébés pleurer ou des enfants courir. Et un peu plus loin dans le couloir, là où on a entendu la toux, c'était l'ancien service de tuberculose. Je lui ai raconté ce qu'on avait entendu et elle a réagi très calmement, du genre « Oui, ça arrive souvent. » C'est fou, il n'y avait aucun haut-parleur, rien, juste un personnel adorable, local et un bâtiment très ancien rempli d'objets des jours où c'était un hôpital. Les livres d'or étaient remplis de témoignages, j'y ai laissé le mien aussi. Il y a quelques jours, j'ai séjourné à Montauk dans un hôtel. Je ne savais pas qu'il était hanté, et mon petit ami non plus, quand il a réservé la chambre. On y est resté 2 nuits. La première nuit s'est bien passée. On nous avait d'abord attribué une chambre au 3e étage, mais on a demandé à changer car elle sentait le vieux réfrigérateur. On nous a alors déplacés dans la chambre 201, au 2e étage. Cette pièce était beaucoup plus grande que la précédente et avait une immense terrasse. La première nuit s'est déroulée sans incident, et la seconde nuit, c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Vers 2h du matin, mon petit ami a entendu les portes de l'ascenseur s'ouvrir.
Ça l'a paniqué car il semblait y avoir très peu de clients à l'hôtel et c'était une heure bien étrange pour que quelqu'un utilise l'ascenseur. Il a aussi vu un oreiller tomber d'une chaise. Je lui ai dit que ce n'était rien, sûrement juste un oreiller du lit, et j'ai tenté de le rassurer. Je lui ai dit « Relax, c'est rien. C'est vendredi soir, peut-être que des gens sont rentrés tard. » J'ai minimisé l'événement, mais je suis resté parano toute la nuit, en gardant les lumières allumées. Lui aussi était tendu, et on est resté éveillé à discuter jusqu'à environ 4 heures du matin. À ce moment-là, je lui ai dit « Bon, il est plus de 3 heures, les trucs flippants c'est fini, on peut dormir. » J'ai éteint toutes les lumières et me suis endormi. 20 minutes plus tard, je me suis réveillé en panique totale. J'ai appelé plusieurs fois le nom de mon petit ami. Il était effrayé lui aussi. Puis sans réfléchir, j'ai sauté du lit et j'ai couru hors de la chambre, complètement nu. C'était un réflexe automatique, sans réflexion ni rationalisation. C'était vraiment glaçant. On a décidé de faire nos valises et de partir immédiatement. Je lui ai demandé s'il voulait rester, mais il m'a répondu que non, c'en était trop. J'ai commencé à rire de la situation, ce qui l'a rendu encore plus nerveux. Il m'a dit de me dépêcher de faire mes bagages. Au moment de partir, l'ascenseur a mis une éternité à arriver et le réceptionniste s'est moqué de nous en plaisantant sur notre départ précipité. Cela fait 3 jours depuis l'incident et je suis encore très anxieuse. J'ai déjà souffert de troubles anxieux extrêmes et cette expérience a tout ravivé. La nuit, je ressens une pression sur la poitrine et les bras, comme si quelque chose était dans la pièce avec moi. Je me réveille au milieu de la nuit en attendant que quelque chose se produise, mais rien ne vient. Je suis allée à l'église et j'ai essayé la méditation par lumière blanche et je ne me sens toujours pas en paix. Peut-être ai-je ramené un esprit avec moi. L'été 2023, je campais avec ma famille au terrain de camping de Beaver Creek, dans le Montana, pendant quelques nuits en visitant Yellowstone. La première nuit a été l'expérience la plus inquiétante que j'ai jamais vécue. Ma mère, mon beau-père et son frère se sont tous couchés vers minuit, tandis que je suis resté éveillé environ 1 heure près du feu. Il faisait noir, comme dans un four, quand j'ai décidé d'éteindre le feu et de me diriger vers ma tente pour dormir. Environ 20 minutes après m'être allongé, j'ai commencé à entendre des bruits de reniflement juste à l'extérieur de ma tente. Craignant qu'il ne s'agisse d'un ours, je suis resté figé. Cela a duré un moment, jusqu'à ce que j'entende une respiration familière et les bruits caractéristiques de tremblement que font les chiens. Je me suis détendu, supposant qu'il s'agissait du chien d'un campeur voisin qui s'était éloigné. Après un moment, les bruits du chien ont cessé, mais ensuite j'ai entendu des pas qui circulaient autour de notre campement, ainsi que le son d'un gros bâton traîné sur le sol tout autour. De nouveau paralysé, cette fois par la peur qu'un inconnu rôde dans l'obscurité autour de notre campement. Soudain, un flash d'appareil photo évident s'est déclenché juste devant ma tente. J'étais complètement tétanisé. Plus tard, j'ai eu l'impression qu'un animal ou une personne s'était allongé et avait enveloppé l'un des coins de ma tente. J'ai senti une présence pendant environ 5 minutes et la sensation persistait, comme si quelqu'un jouait légèrement avec les coins de la tente. Toujours figé, je priais pour que cela cesse, mais j'ai été contraint de faire comprendre à cette personne ou cette chose que j'étais conscient de la situation lorsque j'ai senti un contact sur la fermeture éclair de la porte de ma tente. J'ai crié fort « Qui est là ?» Mon beau-père s'est réveillé et m'a appelé pendant que j'étais trop effrayé pour ouvrir la porte. 10 secondes ont passé, je savais alors qu'il était sorti de sa tente avec son arme. Je suis enfin sorti, mais il n'y avait rien. Et après avoir crié, je n'ai entendu ni vu de mouvement s'éloigner du campement. J'ai dormi dans la voiture les 2 nuits suivantes, et rien d'autre ne s'est produit. Quelqu'un a-t-il déjà vécu des choses étranges comme ça dans le Montana, près de Yellowstone ou ailleurs ? Il y a quelques années, ma famille et moi sommes allés séjourner dans une maison de plage à Clearwater, en Floride. La maison est louée indéfiniment par l'oncle fortuné de mon mari.
Elle compte 3 étages avec 2 chambres parentales à l'étage du milieu et 2 chambres à l'étage supérieur. Les parents de mon mari ont séjourné dans une chambre parentale au milieu et mon mari et moi étions à l'étage supérieur à côté de notre fille de 4 ans. Le matin, après notre première nuit là-bas, ma belle-mère nous a demandé « Vous avez entendu quelqu'un frapper à la porte à 3 heures du matin ?» Nous non. Elle a décrit le bruit comme très fort et répété pendant un certain temps. J'ai trouvé étrange qu'elle ait entendu ça sans se lever, sans réveiller personne, sans vérifier. Il faut monter un grand escalier en bois pour atteindre la porte d'entrée. Pourquoi quelqu'un serait-il à notre porte à 3 heures du matin? Et s'il avait besoin d'aide? Personnellement, j'aurais eu peur. Mais elle vient d'une autre génération, donc bon, passons. Je n'ai plus pensé à cette conversation pendant longtemps. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il avait un lien avec ce que j'ai vécu ensuite. Un peu plus tard, pendant notre séjour, mon mari et ma belle-mère ont décidé de louer des vélos et de faire une balade. Mon beau-père a emmené ma fille jouer sur la plage. J'avais la maison pour moi toute seule. Mon plan était de m'installer sur le canapé du salon et lire un livre. C'était une pièce magnifique, avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur l'océan. À ma gauche se trouvait un mur de porte, un placard, une buanderie et une salle de bain. Je n'étais pas en train de lire depuis longtemps quand j'ai entendu boum, boum, boum du côté des portes. Vous savez le bruit que ça fait quand on frappe sur une porte creuse. Ce n'est pas le même son que sur un matériau solide. Et comme les portes ont un peu de jeu dans leur encadrement, on les entend légèrement trembler. Bon, je n'y ai pas trop prêté attention. Les maisons font parfois du bruit, peut-être le sèche-linge, rien de grave. Le bruit revient, toujours rien d'alarmant, je retourne à mon livre, mais ça continue, les coups deviennent frénétiques, sans rythme clair ni intervalle constant. Finalement je me lève, je suis effrayé. Je fixe le mur de porte et puis tellement terrorisé, je me déplace vers la porte coulissante qui mène au balcon et à la plage. Je ne savais pas quoi penser. Qu'est-ce qui pouvait frapper les portes comme ça? À ce stade, ce n'était plus une coïncidence. Ce n'était pas le sèche-linge. Et si quelqu'un était là-dedans? J'ai appelé mon beau-père et lui ai dit que j'avais peur et que j'avais besoin qu'il revienne. Il a rangé ses affaires et est revenu avec ma fille. Il m'a trouvé sur le balcon, trop effrayé pour entrer à nouveau dans la maison. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Il est entré pour vérifier. Bien sûr, les coups ont cessé dès son arrivée, donc lui n'a rien entendu. Il a inspecté les 3 pièces et n'a rien trouvé qui aurait pu causer ce bruit, aucune explication. Le reste du séjour s'est déroulé sans incident et personne n'a rapporté de phénomène étrange. Je n'ai plus passé de moments seul dans cette maison après ça. Je ne sais pas ce qu'étaient ces bruits, le paranormal m'intéresse beaucoup, mais je ne crois à rien d'avance. Il faut que je vive quelque chose moi-même, et encore, il faut que ce soit indiscutable. Et là, ce n'était pas tout à fait indiscutable pour moi. Une part de moi pense toujours qu'il doit y avoir une explication logique. C'est la seule histoire étrange et inexpliquée que j'ai. Ce n'est pas très effrayant, mais c'est réel, et ça m'est arrivé. Je suis une femme de 33 ans et je ne suis pas étrangère au paranormal. J'ai vécu d'innombrables expériences tout au long de ma vie, mais aucune ne m'a autant marquée que celle que je vais vous décrire. Cela remonte à environ 25 ans et j'y pense encore très souvent, alors allons-y. Mes arrière-grands-parents possédaient plusieurs hectares de terres agricoles dans une zone rurale de Caroline du Nord, près d'un bras d'eau. C'était notre lieu de vacances familiales chaque été et nous y allions même pour certaines fêtes. La maison a maintenant plus de 100 ans et elle a toujours été imprégnée d'expériences paranormales. En grandissant, ces phénomènes nous faisaient peur, mes frères et sœurs et moi, mais jamais nous n'avons ressenti de menaces directes de la part des présences rencontrées, sauf une fois, une expérience très personnelle, et c'est là que j'ai du mal à savoir si c'était réel ou juste un cauchemar. La maison était petite, l'un de mes frères ou sœurs et moi dormions souvent sur le canapé-lit du salon quand on venait. Une année, alors que je partageais ce lit, je me souviens m'être tourné vers la fenêtre latérale pour m'endormir en sentant que quelque chose dehors m'observait. Naturellement, je me suis retourné pour ne plus faire face à la fenêtre et je me suis endormi, du moins je crois. Le souvenir suivant, c'est moi, tourné vers la fenêtre à nouveau, éveillé et voyant une silhouette complètement blanche mais très détaillée d'un petit garçon qui me fixait. Il m'a fait un signe de la main, puis un geste invitant à venir jouer. Je me rappelle être ensuite dehors avec lui, assise dans les buissons juste sous la fenêtre. Je me sentais nerveuse et anxieuse,
mais rien ne m'incitait à fuir immédiatement. Comme je l'ai dit, nous avons vécu plusieurs expériences paranormales dans cette maison et j'avais toujours été encouragée à ne pas en avoir peur. Puis il a commencé à me dire qu'il était mort depuis longtemps et qu'il attendait depuis tout ce temps de se sentir entier à nouveau, qu'il savait que c'était mon énergie qu'il lui fallait. C'est là que son visage est devenu inquiétant. Son sourire s'est élargi de manière anormale et ses yeux sont devenus noirs. Je me souviens que la terreur a immédiatement envahi tout mon corps, juste avant qu'il ne me saisisse fermement par les bras. En baissant les yeux sur ses mains, puis en regardant à nouveau son visage, j'ai vu qu'il retrouvait progressivement des couleurs, sauf ses yeux, tandis que moi, je les perdais. J'ai compris à ce moment-là que cette chose, quoi qu'elle soit, prenait mon énergie. J'ai eu la conviction qu'il essayait d'échanger sa place avec moi, que si je ne l'arrêtais pas, je deviendrais la figure blanche et lui prendrais ma place au sein de ma famille. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il refusait. J'ai essayé de fuir, mais impossible. J'ai tenté de hurler, sans succès. Je criais dans ma tête encore et encore, jusqu'à me réveiller, allongé sur le canapé-lit, tourné vers la fenêtre. Et là, même éveillé, j'ai vu cette silhouette me regarder. Son sourire sinistre, cette fois, était immédiatement reconnaissable. À ce moment-là, mes parents sont descendus, alertés par mes cris. Ils m'ont prise dans leurs bras et m'ont demandé ce qu'il s'était passé, mais quand j'ai commencé à expliquer et que j'ai montré la fenêtre, le garçon avait disparu. Depuis, je suis retourné des dizaines de fois dans la maison de mes arrière-grands-parents et j'ai senti de nombreuses présences, mais je n'ai jamais revu cette entité. Pourtant j'y pense très souvent et le souvenir est toujours aussi vivant et précis qu'à l'époque. Je refoule vite cette pensée car j'ai l'impression que lui accorder de l'importance dans ma mémoire lui donne du pouvoir, l'attache encore un peu à moi. Quelqu'un a-t-il déjà vécu une expérience similaire ou connaît-il une légende qui s'en rapprocherait ou bien n'était-ce qu'un cauchemar qui continue à me hanter ? Ce qui m'est arrivé il y a quelques années peut sembler banal à certains, mais ce que j'ai ressenti ce jour-là, je ne l'avais éprouvé qu'une seule autre fois dans ma vie. Une sensation que je ne peux décrire que comme primitive, faute de meilleurs termes. Mon ancien partenaire et moi avons réservé cette magnifique ferme pour de jour et de nuit, après avoir lu de très nombreux avis positifs en ligne. Elle était gérée par un couple de personnes âgées charmants et très accueillants. La ferme se situait au beau milieu d'un immense domaine entouré de plantations de café sur 3 côtés, avec sa propre cascade privée et des collines très vastes à l'arrière, dont la plupart appartenaient à ce couple. Le logement qui nous a été attribué était un petit cottage pittoresque, niché entre la maison principale, où vivaient les propriétaires, et un autre cottage plus grand, occupé par plusieurs familles de touristes. Les 3 bâtiments étaient entourés d'un jardin merveilleusement entretenu. Un petit sentier serpentait devant les bâtiments, en direction des collines. Le premier jour fut plutôt calme. Nous étions tous les deux épuisés par le long trajet depuis la ville et nous avons profité de l'accueil et de la vue splendide. Le lendemain, on nous a proposé d'aller à la cascade ou de faire une randonnée dans les collines et après réflexion, mon ex a opté pour les collines. Vers 10 heures, nous avons préparé un brunch et pris le sentier vers les hauteurs. Il faisait frais et la légère pluie qui était tombée avait réveillé l'odeur de terre humide, revigorante pour des citadins comme nous. En fin de sentier, 2 options s'offraient, grimper une pente raide directement vers la colline ou prendre un chemin non pavé qui la contournait. Comme la pluie avait rendu le sol glissant, nous avons choisi le chemin plus doux, mais 10 minutes plus tard, le paysage change radicalement. De l'espace ouvert, nous passons à un ravin couvert par des arbres denses, bloquant presque toute la lumière. C'était comme entrer dans la jungle. Pourtant, on continue à marcher, espérant trouver une autre montée. Après 1 heure, le chemin bifurque vers une jungle encore plus dense à gauche et vers une vieille cabane en bois délabrée à droite. Nous faisons une pause et soudain des aboiements furieux retentissent venant de plusieurs chiens, au moins 7 ou 8, et ils se rapprochent, on fait demi-tour rapidement. Une fois les aboiements dissipés, on reprend nos esprits, et là, des sangsues partout qui sortent des buissons et des herbes humides. Mon ex panique. Je dois courir dans le ravin plein de rochers pour la rattraper. On revient à la pente raide, j'en avais assez, mais j'ai cédé à ses demandes, et nous avons grimpé à 4 pattes, plein de terre et d'herbe. Heureusement, la pente mène à une prairie verdoyante bordée de fleurs sauvages parfumées à gauche et de pâturages vallonnés à droite où broutent des vaches, mais personne en vue pour les surveiller. Après 1h30 de marche, on trouve un chemin boueux dans une colline à pente douce.
En haut, une falaise abrupte nous offre une vue époustouflante sur les vallées. Il est 14 heures. À cette altitude, chaque passage de nuage nous arrose légèrement avant de laisser place au soleil. Un petit paradis. À 17 heures, je commence à m'inquiéter. Je ne veux pas descendre sur de l'herbe encore humide et surtout pas dans l'obscurité. Après 30 minutes de négociation, j'arrive à convaincre mon ex de redescendre. Et là, le silence total. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. En descendant, je me rends compte que les vaches ont disparu. L'endroit est désert, et c'est à ce moment-là que je ressens cette chose, comme si quelqu'un nous observait derrière moi. Mon ex est derrière moi, alors je la fais passer devant et je prends l'arrière. Quelques minutes plus tard, je ressens une présence tout autour, sauf devant. Les poils sur mes bras se dressent, je suis en état d'alerte absolue, à la limite de la panique. Mon ex ne ressent rien, mais elle est troublée par mon comportement. Moi qui étais joyeux et bavard, je suis devenu soudainement silencieux et très concentré sur notre descente, balayant du regard les environs à la recherche de quelqu'un. Avant cette sensation, je me focalisais sur le fait de ne pas glisser ou croiser un serpent, mais tout ça disparaît. J'accélère sans rien dire pour ne pas l'alarmer ni passer pour un idiot. Je suis prêt à me laisser glisser le long de la colline si ça permet une descente plus rapide. Après 30 minutes de ce calvaire, un nouveau sentiment m'envahit, de la colère, comme si ceux qui nous observaient étaient furieux, comme si notre présence était une intrusion. Le contraste avec la sérénité du début est total, et toujours aucun son, pas même une brise. Et soudain, miracle, un chien apparaît derrière moi, un maigre bâtard brun, queue entre les jambes, nous observe avec prudence, nous suit à distance. Sa présence m'apaise légèrement, mais cette sensation de menace persiste. Je fais arrêter mon ex, on le laisse passer. Il avance, nous regarde, puis nous dépasse. Et curieusement, il s'arrête un peu plus bas, nous attend, puis recommence. Il nous escorte, littéralement jusqu'en bas de la colline. Je me concentre sur lui pour ignorer la menace invisible. Je réalise que nous descendons désormais dans l'obscurité. À 20h, nous atteignons enfin le chemin pavé. Il fait nuit noire. Le chien nous guide vers notre cottage, agitant sa queue. Au moment où je cherche de la nourriture pour lui, il disparaît. Et là, les sons reviennent. Insectes, vent, comme si un interrupteur s'était enclenché. Je me suis promis de ne plus jamais me mettre dans une telle situation. Au dîner, nos hôtes nous avouent qu'ils étaient inquiets et avaient tenté de nous appeler, sans succès. Je leur demande si le chien est à eux. Ils répondent que c'est un chien errant, connu pour accompagner les visiteurs jusqu'au cottage, puis disparaître. Une véritable bénédiction, un guide providentiel. Je sais que certains trouveront ça insignifiant, penseront que j'ai fait une crise d'anxiété. Je connais l'anxiété, mon travail est stressant, mais ce n'était pas ça. Ce sentiment d'être intrus, de danger imminent, me donne encore des frissons, et à ce chien, je serai éternellement reconnaissant. Je viens de passer quelques jours seul dans une maison dans le Berkshire. Je suis donc arrivé à la maison, et après que la propriétaire est venue ouvrir une porte coincée, j'ai tout installé et me suis posé avec un cocktail et un livre sur la terrasse arrière. La nuit tombe, et je me dis que je devrais monter chercher mes vêtements et allumer quelques lumières. C'est une vieille maison. En entrant, je me sens un peu mal à l'aise, mais bon, j'ai une imagination fertile et je me dis qu'il faut que je me calme. Je décide de prendre une douche et dès que je suis sous l'eau, une vague de peur m'envahit. J'avais jamais ressenti ça auparavant. Je me rince rapidement, sors, me calme, m'habille et je me surprends à éviter complètement de regarder dans une des pièces. Elle dégage une sensation très mauvaise, effrayante. Encore une fois, je me force à me calmer. Je redescends préparer le dîner. Rien de plus ne se passe, je vais me coucher juste après, en évitant toujours cette pièce. Je dors mal et le matin, je décide de fermer toutes les portes des pièces que je n'utilise pas à l'étage. Je me réprimande pour mon imagination débordante. Je prépare du café et vais dehors. Vers midi, j'allume les lampes que j'utiliserai le soir et je décide d'amener mes objets de valeur à l'étage. Peut-être que les laisser en bas me perturbait et mon imagination a pris le dessus. De petites choses arrivent ce jour-là, mais rien d'inexplicable. Les objets tombent du comptoir, mais rien de dramatique. Je prends une autre douche et je ressens à nouveau cette peur, mais cette fois, je m'y attends et je me persuade que c'est juste moi, seul dans une maison inconnue. Je vais me coucher en laissant les lumières allumées et la porte effrayante fermée, et je parviens à dormir. Le 3e jour commence et je suis convaincu que je m'étais juste habitué à la maison.
La troisième journée se passe sans trop d'événements. Des objets continuent de tomber, jusqu'à mon sac à dos qui tombe de la chaise. Super. Et je me dis, avançons l'heure du cocktail à 14h30. Je prends un verre, décide de prendre une douche et de faire un soin. Masque pour le visage après shampoing profond. Je suis prêt pour la douche de la peur, donc ça va. Je redescends, puis plus tard, je me lève pour un autre verre et réalise que j'ai dû laisser mes sandales à l'étage. Je hausse les épaules et continue. Un peu plus tard, je décide de préparer un sac pour faciliter le départ du lendemain. Et en montant à l'étage, je ressens à nouveau cette peur intense que j'ai connue sous la douche. Je l'ignore, mais je presse le pas pour redescendre et aller dehors, en réalisant que j'ai oublié mes tongs. Je laisse tomber, me disant que je les récupérerai le matin. Je vais me coucher, je ne dors pas, et je me réveille avec une sensation urgente. Tu dois partir, maintenant, tout de suite. Pourtant, il fait beau, le soleil traverse les fenêtres. Je suis un peu agacé, mais bon. Je dois partir dans 2 heures de toute façon, autant commencer maintenant. Je fais mes bagages, sors les affaires vers la voiture, et là, je dois retrouver mes tongs. Je retourne toute la maison, pièce où je ne suis pas allé, les porches, tout. Sous la terrasse, sur les côtés, dans la voiture, dans le jardin. Et tout le long, j'ai ce sentiment. Pars maintenant. Je fais une dernière vérification et je me dis, tant pis, je les ai sûrement rangés hier soir en paniquant. Je les retrouverai chez moi. Alors j'enfile mes chaussons et je m'en vais. Je rentre chez moi, pas de tongs. Je contacte la propriétaire en lui disant de ne pas s'inquiéter de les renvoyer et elle me répond que les agents de ménage et elle ont vérifié toute la maison. Aucune trace, je fouille ma voiture, mes affaires de toilette disparues. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire des cauchemars horribles. Ma porte de chambre qui s'ouvre et se claque sans cesse, tandis qu'une voix hurle hors de vue. Une créature effrayante avec une tête humaine et des dents qui rampe dans le couloir à l'étage. Je suis un rêveur en temps normal, mais jamais je n'ai eu ce genre de rêve. Jamais. Donc voilà mes questions. Est-ce que tout ça peut s'expliquer rationnellement? Je suis à 10 000% ouvert à une explication prosaïque et j'avoue que cette expérience m'a beaucoup perturbé. Il y a 2 ans, mon mari, nos 2 jeunes filles et moi avons loué un Airbnb à Tucson pour les vacances de printemps. La maison avait une piscine d'eau salée chauffée, un jacuzzi et 4 chambres. C'était une jolie petite maison et après un hiver rigoureux dans le nord, nous étions tous ravis de profiter du climat plus doux. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça maintenant. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons, mais une partie de moi veut en garder une trace parce que c'était une expérience étrange et intense. La première nuit dans la maison, j'ai fait un rêve très étrange, très vif. J'étais dans le noir quand une vieille femme a ouvert une porte, révélant que j'étais dans une petite réserve ou un placard. Les portes étaient pliantes, en bois vieilli couleur chêne. À ma droite, des étagères remplies d'objets. La femme et les objets importaient peu. Ce qui comptait, c'était la maison. J'étais dans le placard de la cuisine. Est-ce qu'elle y vivait? Moi aussi? Toutes les deux, je ne savais pas. Un peu plus loin, autour du coin gauche de la cuisine, se trouvait la porte d'entrée et une petite alcôve. La moquette était verte et cette pièce était séparée d'un niveau inférieur par un demi-mur avec une balustrade décorative reliant le mur au plafond. À partir de là, mes souvenirs sont flous. Je me rappelle quelques détails. Un ventilateur en métal bleu-gris, une cheminée avec un manteau blanc, un large lit à cadre métallique et une literie pâle. Ce rêve n'avait rien de remarquable, sauf sa vivacité. Le lendemain matin, je suis retourné dans la cuisine pour examiner le couloir, convaincu d'y retrouver la porte pliable du rêve. Rien du tout, il n'y avait pas de placard ou de réserve, seulement des tiroirs et des placards. Mais j'ai ressenti une étrange impression d'être observé et j'ai repensé à mon rêve, à cette vieille femme dans le placard. On passait la plupart des journées dehors, à explorer les sentiers ou à profiter de la piscine. Mais peu à peu, j'ai commencé à éviter de rester dans la maison. Le sentiment d'être épié persistait. Les chambres se trouvaient toutes le long du même couloir. Depuis le lit parental, je pouvais voir les portes des 3 autres chambres. La deuxième nuit, ma fille cadette a crié en pleine nuit. Je l'ai retrouvée recroquevillée en pleurs, sur le sol. J'ai pensé qu'elle était tombée du lit, alors je l'ai recouchée. La troisième nuit, j'étais au lit. Je faisais probablement du shopping en ligne. Mon mari dormait et j'avais laissé la porte ouverte pour garder un œil sur le couloir. J'avais entendu des portes s'ouvrir et se fermer. Rien d'inhabituel avec 2 enfants qui ont du mal à se coucher. Mais il était tard, près de minuit, et j'allais bientôt dormir.
J'ai entendu les cliquetis d'une poignée de portes et une voix murmurer. « Qui es-tu » Une voix douce, comme venant du fond du couloir. J'ai levé les yeux de mon téléphone et vu que la porte de la chambre de ma fille aînée était entr'ouverte. J'ai eu ce pressentiment brutal que la porte s'était ouverte et que quelqu'un ou quelque chose était entré. Puis ma logique a repris le dessus. Peut-être que la porte était déjà ouverte et qu'elle parlait en dormant. Je suis allé dans la chambre. Elle dormait profondément, sans murmure ni mouvement. À ce moment-là, poussé par l'adrénaline ou autre chose, mes sens étaient en alerte. Impossible de dormir. Je suis allé m'asseoir dans le salon pour calmer mes nerfs. Mon esprit était divisé. Une partie tentait de réguler mon stress. Je suis une adulte quand même, et l'autre attendait. Je sais que ça paraît fou, mais j'avais l'impression que quelque chose était curieux à son sujet, et je voulais être là si quelque chose se produisait. Peu après, une porte s'est ouverte et j'ai entendu des pas dans le couloir. Ma fille aînée est venue au salon et m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar. Je lui ai demandé de me raconter, mais elle n'a rien répondu. J'ai ressenti un pincement au cœur, et si mon instinct étrange était juste. J'ai repoussé cette pensée, et elle allait bien, juste un peu effrayée et surtout fatiguée. Je l'ai emmenée dans la chambre principale et je l'ai couchée près de mon mari endormi. Et là, j'ai entendu un murmure clair et fort. « Hé !» Juste à ma droite, le ton était celui d'un enfant qui tente d'attirer l'attention d'un camarade distrait. Ce n'était pas menaçant, mais si proche et si distinct que je me suis figé, les yeux grands ouverts de peur. Je n'avais jamais compris cette expression jusqu'à ce moment précis. C'était comme vouloir fuir la réalité tout en retenant un cri et devoir garder les yeux ouverts pour en identifier la source. J'ai réveillé mon mari, enfin je l'ai tiré vers une semi-conscience et je lui ai demandé « Tu as entendu ça ?» Bien sûr, il n'avait rien entendu. Je ne pouvais pas lui raconter l'histoire complète, pas avant le lendemain. Je ne voulais pas effrayer ma fille. J'ai veillé aussi longtemps que possible avec la lampe de chevet et les lumières du couloir allumées. Finalement, mon mari s'est retourné et m'a demandé d'éteindre la lumière. J'ai fini par dormir. Le sentiment d'être observé était encore plus fort. J'avais l'impression qu'un chat allait surgir, lové sur une armoire ou dans une alcôve. Une sensation totalement nouvelle pour moi, des picotements dans la nuque et le long de la colonne. J'ai prié pour mes filles ce soir-là et calé les portes ouvertes avec des oreillers. Autant que je me souvienne, nous avons tous bien dormi. J'étais soulagée de partir le lendemain. Mon mari pense toujours que je suis folle et aucun avis n'indiquait quoi que ce soit d'étrange dans cette maison. J'ai envisagé de laisser un commentaire honnête ou de poser des questions aux autres, mais j'avais trop honte. J'ai même cherché des infos sur l'adresse pour voir s'il y avait eu des événements historiques. Rien du tout. Pour situer un peu, cette expérience m'est arrivée pendant des vacances à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Ma famille élargie et moi avions loué une maison de plage pour plusieurs jours, mais malheureusement, ça a coïncidé avec l'arrivée de l'ouragan Debby. Sur place, on a essayé de profiter autant que possible avant que la tempête n'arrive, même si la météo se dégradait de jour en jour. La maison était une construction ancienne, couleur crème, à 2 étages, sur pilotis, située au milieu d'un vaste complexe de maisons de plage similaires. Tout le monde dans la maison était parti faire ses propres activités avant que la tempête ne frappe, ne laissant que mon mari et moi sur place. On a décidé de passer l'après-midi pluvieux à regarder un film dans le salon du rez-de-chaussée. On commentait le film et on se moquait de certaines scènes quand j'ai entendu très distinctement le plancher en bois craquer au-dessus de nous, près du palier en haut des escaliers. J'ai mis le film sur pause et demandé à mon mari s'il avait entendu ça. Il m'a dit que non. J'ai laissé tomber et repris le film. Quelques secondes plus tard, le bruit a repris, mais cette fois, ça ressemblait à plusieurs pas au-dessus de nous. C'était comme si quelqu'un de corpulent marchait lentement dans le couloir, tournait au coin vers le palier en haut des escaliers, puis s'arrêtait. Quelques secondes plus tard, ça recommençait. La personne semblait faire des cercles en haut des escaliers avant de se diriger vers l'autre côté de la maison. Effrayé, je redemande à mon mari « Tu as entendu ça ?» Mais lui toujours rien, il ne remarquait absolument rien. On s'est tu un instant pour écouter et les bruits ont recommencé, toujours en haut des escaliers. C'était comme si quelqu'un voulait descendre, mais n'osait pas franchir la première marche. Je savais que tout le monde était dehors, je les avais vus partir un par un en passant par le salon. J'ai vérifié la maison pour être sûr, il n'y avait que nous. Une fois cela confirmé, les bruits ont cessé et ne sont jamais revenus.
Tout ce moment a duré 3 ou 4 minutes environ, mais j'ai eu l'impression que c'était interminable. Rien d'autre d'étrange ne s'est produit pendant le séjour, mais j'étais tellement soulagée de partir